Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Manuscrit du poème de Guillaume Le Vignier où apparaît la formule Cordoigné nos bons solets, que nous analysons au 3e chapitre. Il provient de la Bibliothèque du Vatican. Cote Reglat 1490. À mes parents, qui m'ont donné l'amour et le goût pour les langues françaises et espagnoles. À mon grand-père, Luis Gomez Jordana. Je remercie mes 2 directeurs de thèse, Jean-Claude Anscombre et Amalia Rodriguez Somolinos pour leur soutien pendant toutes ces années. Préface. Quand la linguistique rencontre la sagesse populaire. Dice la primera parte de un refrán y otro contesta con la segunda parte como si respondiera a una litania de la misa o el rosario y aunque lo repiten todo cada año hacia la misma época, o incluso cada día, la repetición no parece aburrir, y hasta la enuncian como el descubrimiento de un tesoro ignorado de sabiduría. Agua por San Juan dice uno. Inmediatamente otro añade, quita aceite, vino y pan. Antonio Muñoz Molina, El viento de la luna 2008. Il en est des proverbes et des dictons comme de ces livres de contes de fées où le crapaud devient prince, à moins que ce ne soit l'inverse, ou encore d'aventures où le capitaine Crochet épouse Milady, mais tout bien pesé, c'est peut-être d'Artagnan. Tôt lus, encore plus tôt refermés, leur bref destin s'achève dans le grenier de notre enfance. Curieusement cependant, ils laissent derrière eux comme une trace indélébile qui fait qu'à la moindre allusion, c'est tout un monde mythique qui ressurgit. Et c'est peut-être le refus de cette dimension mythique, qui constitue pourtant notre dire quotidien, qui a fait ranger les proverbes et autres dictons avec le bric-à-brac des greniers, surtout à une époque où l'écran a remplacé le livre, le chat la lecture par voie de conséquence, et où les greniers encombrés et poussiéreux sont devenus des lofts spacieux. Pauvres proverbes, vite relégués au rayon des accessoires folkloriques, mais pourtant toujours présents, luttant coûte que coûte malgré une exclusion systématique du beau langage. On note en effet que ces vestales de la norme langagière que sont les grammaires traditionnelles, n'accordent aucune place aux proverbes, dictons et autres formes sentencieuses. C'est que notre bonne vieille grammaire privilégie de façon outrancière les 2 catégories du verbe et du nom, conforme en cela à une tradition remontant à Platon selon laquelle le plus petit discours est celui qui combine un nom et un verbe un. Il y aura donc des catégories nobles, le verbe, le nom, l'adjectif, et des catégories nettement moins fréquentables. Par exemple l'interjection, pourtant reconnue par Grevis comme une catégorie à part entière, est expédiée, et de quelle façon? L'interjection est une sorte de cri qu'on jette dans le discours. Les interjections sont généralement brèves. La langue populaire est féconde en interjections plus ou moins pittoresques et plus ou moins triviales. Grevis, le bon usage, c'est moi qui souligne. Grevis, toujours lui, mais il n'est que le relais d'une tradition dont il n'est pas l'auteur, voit l'hypotaxe comme typique de la langue écrite, comme l'expression de la pensée, comme complexe et savante. La parataxe, en revanche, relève de la langue parlée, de la syntaxe affective qui désarticule l'expression de la pensée et ne s'embarrasse guère de l'appareil complexe de la phrase périodique savamment cimentée de conjonctions, et ce d'autant moins qu'elle a à sa disposition le geste et les inflexions de la voix. 2. On aura remarqué que ce côté populaire et parlé, voire trivial, d'un affectif qui peut aller jusqu'au gestuel, cette économie dans les moyens qui va jusqu'à la brièveté, caractérise chez Grevis à la fois l'interjection 3, catégorie dans laquelle il range aussi les procédés onomatopéiques, et la parataxe. Grevis n'est d'ailleurs pas original en la matière. La Real Academia Española déclare à propos de la parataxe qu'elle oppose à l'hypotaxe. En la época preromanica desaparecen casi toda la conjunciones latinas, porque no eran necesaria para la expresión en aquellos siglos de baja cultura. Los niños y el habla vulgar y rustica usan muy pocas conjunciones en comparación con la riqueza expresiva del habla culta y literaria. 4 malheureux proverbes, où abondent les phrases nominales, ie sans verbe, comme à bon vin. Enseigne, chose promise, chose due, etc. pour le français. De tal palo, tal astilla a mal tiempo, buena cara, etc. pour l'espagnol. Et les procédés paratactiques ainsi, fr. Dans rien ne sert de courir, il faut partir à point, les chiens aboient, la caravane passe, etc. esp. Gato escaldado, del agua fria hui, quien paga, manda, etc.
Comble de malchance, les proverbes exhibent une caractéristique qui contribue davantage à y voir une manifestation commune et vulgaire. Considérons en effet le petit fragment de discours suivant. Les garçons étaient soumis à une surveillance étroite, particulièrement Antoine, que ses habitudes de paresse faisaient soupçonner d'être vicieux. L'oisiveté est mère de tous les vices, disait le vétérinaire. Marcel Aimé, La jument verte, 1933, page 114. Le raisonnement banal qu'il expose est le suivant. De la paresse de quelqu'un on peut en tirer qu'il est vicieux, en vertu du principe qui veut que l'oisiveté soit la mère de tous les vices. On voit ainsi apparaître une des fonctions fondamentales du proverbe, peut-être même la plus importante. Il est le garant des enchaînements conclusifs dans le raisonnement ordinaire. On se justifie d'avoir tiré telle ou telle conclusion en montrant que le raisonnement qui y conduit s'appuie sur un schéma rhétorique général illustré dans le cas qui nous occupe par un proverbe. Je devrais en fait dire une des fonctions fondamentales du proverbe, pour son malheur. En effet, ces garants que sont les proverbes sont un peu particuliers. Ils fournissent certes des schémas conclusifs mais qui admettent néanmoins d'éventuelles exceptions qui ne le remettent pas en question. À tel point qu'il n'est pas exceptionnel qu'un proverbe donné fasse pendant un proverbe aboutissant pour une même prémisse à une conclusion opposée. Il en est ainsi pour l'habit ne fait pas le moine et les apparences sont trompeuses, ou encore abuen fin noe mal principio et loque mal empieza, mal acaba. Cette rhétorique où règnent les proverbes n'a donc pas la rigueur dépouillée de la déduction logique, et ce d'autant moins qu'elle nous parle non pas de l'homme éternel, mais de l'homme de tous les jours qui doit gagner sa vie à la sueur de son front. Le siècle des Lumières balayera d'un revers de main cette rhétorique du pauvre, trop près de la terre et trop éloigné des étoiles, et lui opposera avantageusement le raisonnement syllogistique. Proverbe se dit communément des façons de parler triviales et communes qui sont en la bouche de toutes sortes de personnes. Trivial sententier, dicta communia. Les proverbes qui faisoient autrefois une partie des richesses de notre langue, n'entrent point aujourd'hui dans un discours sérieux, esperluètent dans des compositions relevées. Rien n'est plus désagréable dans un ouvrage raisonnable que des locutions proverbiales qu'on ne supporte que dans la conversation, esperluètes quand on a dessein de badiner, ou tout au plus dans une pièce comique. Elles ressemblent à ces habits antiques, qui ne servent qu'à des mascarades esperluètes à des ballets. En un mot, il faut beaucoup d'art pour assaisonner les proverbes, esperluètes pour leur ôter ce qu'ils ont de bas et de populaire. Trévoux 1743-1752, SV Proverbe. Mais Don Quichotte ne déclarait-il pas déjà à Sancho: Cargar y ensarta refran atroche moche, assez la platica demayada y baja. Ce n'est que récemment, et principalement sous l'impulsion de Louis Combet, que les proverbes et autres formes sentencieuses commencent à recouvrer droit de cité. Les raisons de cette renaissance sont à mon avis au nombre de deux. La première est de l'ordre du symbolique. J'ai dit plus haut que les proverbes représentaient une sorte de dimension mythique. Les traces en sont nombreuses. Certains proverbes reposent sur des faits historiques ou des personnages plus ou moins légendaires. Ainsi le chien de Jean de Nivelles qui s'enfuit quand on l'appelle, El perro del hortelano que no com ni déjà comer, mais aussi quien fut à Sevilla, perdio suscilla, ou encore Paris vaut bien une messe sans compter le calendrier rural et ses saints, El Santoral. À la Saint-Barnabé, fauche ton pré, à la Sainte-Catherine tout prend racine, à la Saint-Rémy cueille tes fruits, etc. Et outre-Pyrénées, Port San Blas, la Cigüeña veras, sino la vière, Malagno tuvière, Santa Lucia minga la noche y cres el dia, Acada Puerco le Yega su San Martin, sans oublier bien sûr le diable bat sa femme et Marie sa fille, et bien d'autres encore. N'oublions pas non plus la forme proverbiale ou quasi-proverbiale de certains préceptes religieux, et surtout toutes ces formules de rituels non nécessairement enfantins dont la structure rappelle fortement celle des proverbes. De Santa Rita, Rita, l'eau que ce dano se quitta a donné ses données, reprendre ses volets en passant par croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer et sabado, sabadette, camisa limpia y polvet. Le refrain espagnol qui prétend que refrain antigo evangelios chicos n'est donc ni une formule creuse, ni le fruit du hasard. Le proverbe est à la langue ce que le mythe est à l'homme, c'est-à-dire pleinement constitutif. Ce qui nous amène à la deuxième cause de la Renaissance évoquée plus haut, à savoir l'évolution de la linguistique. Une des caractéristiques de cette dernière est d'avoir tenté de briser le cadre de la grammaire traditionnelle, jugé par trop étroit.
Ce qui a conduit à s'intéresser à des phénomènes langagiers considérés jusque-là comme marginaux, comme ne relevant pas vraiment de la langue. C'est ainsi qu'on a commencé à se pencher sur les exclamatives et les interjections, à étudier les phrases nominales, à découvrir l'importance des phénomènes de généricité dans la mesure où ils sont liés à des savoirs partagés, etc. Il était prévisible dans ces conditions que tôt ou tard, on en viendrait à se pencher sur ces drôles de phrases que sont les formes sentencieuses, dont les proverbes. Je dis drôles de phrases, car elles possèdent une caractéristique qui les distingue de toutes les autres phrases d'une langue, leur caractère proverbial sentencieux est identifiable au premier coup d'œil. On reconnaît un mot à sa voilure, disait Alain, et ce principe pourrait être étendu sans peine aux proverbes. Il y a dans les arrangements des formes sentencieuses un je ne sais quoi, qui en dénonce la nature. Le phénomène semble provenir de l'utilisation systématique de certaines combinatoires bien spécifiques, mais également de schémas rimiques et rythmiques. 2 remarques à ce propos. La première est que le caractère désuet du proverbe, une des nombreuses vulgates le concernant, est sujet à caution. En effet, il est de notoriété publique que nombre de slogans reproduisent en fait des structures parémiques. Ainsi boire ou conduire, il faut choisir, ou encore pescados de crianza, pescados de confianza, qui ne sont des cas nullement exceptionnels. On explique mal le pouvoir de conviction des slogans si les structures sentencieuses qu'ils imitent relèvent d'un monde archaïque et en désuétude. La seconde nous ramènera au sujet de cette présentation, à savoir les travaux de Sonia Gomez Jordana. Elle est que, à bien y regarder, ces structures qui seraient typiques des formes sentencieuses ne semblent être qu'en nombre fini. Plus, dans des langues apparentées, comme peuvent par exemple l'être les langues indo-européennes occidentales, il semble que de telles structures soient au moins partiellement communes. Pour ne donner qu'un exemple, on rapprochera ainsi les formes en qui et faire. Qui aime bien châtie bien ESP. Qui encanta suma l'espanta NGL. Ou pays the fiddler calls the tune all. Ver finden will, musuren, etc. Or si proverbes et formes sentencieuses n'étaient que des manifestations externes à la langue, on voit mal comment des langues différentes correspondant à des cultures au moins partiellement différentes et à des folklores certainement idiosyncrasiques, pourraient parvenir à des formes similaires. C'est donc que l'expression de la sagesse populaire, loin d'être linguistiquement arbitraire, prend appui sur la langue. C'est sous cet éclairage qu'il faut situer le travail de Sonia Gomez Jordana, qui se propose d'étudier le phénomène parémique avant tout comme une manifestation linguistique. D'où, dès les prolégomènes, l'examen des différentes théories linguistiques et plus précisément sémantico-pragmatiques aptes à fournir un cadre méthodologique permettant l'analyse de ce phénomène parémique. Et ce n'est qu'une fois mis en place cet espace méthodologique que l'auteur procède à l'examen de ce qui est sans doute la thèse centrale de ce travail, la comparaison des structures parémiques de l'espagnol et du français. L'examen d'un nombre important de proverbes des 2 langues ainsi que la mise en évidence des structures syntaxiques de ces formes amène Sonia Gomez Jordana à 2 conclusions. D'une part que les structures parémiques sont dans les 2 langues en nombre fini et limité, à savoir de l'ordre d'une quinzaine. Certaines sont immédiatement repérables, ainsi les formes en quiquienne déjà mentionnées, mais aussi celles à article 0 frontal. Chat échaudé craint l'eau froide, à laquelle fait écho l'espagnol gato escaldado del agua fria huille. Et d'autre part que ces structures sont grosso modo les mêmes dans les 2 langues. Cette seconde conclusion confirme ce qui avait été annoncé plus haut. Il y a bien une base linguistique au phénomène parémique, puisque la parenté génétique de 2 langues comme le français et l'espagnol entraîne la naissance de structures parémiques communes ou proches. Bien entendu, cette première conclusion en amène une seconde. Si le phénomène parémique se caractérise par des structures syntaxiques spécifiques, on est en droit de penser que cette spécificité syntaxique se double d'une autre spécificité sémantique cette fois. S'interrogeant sur la genèse sémantique des formes sentencieuses, l'auteur s'oppose à la thèse communément acceptée du proverbe comme mention, et montre que c'est en fait à un processus de délocutivité, notion imaginée au départ par Eubenveniste, qu'on doit la formation des proverbes. Ce qui implique au passage l'examen du parcours diachronique suivi par ces formes. Sonia Gomez Jordana s'y applique sur plusieurs exemples issus des 2 langues, et rétablit ainsi en linguistique une dimension diachronique qui avait été plus que négligée par des recherches contemporaines très axées sur la synchronie. On trouvera beaucoup d'autres informations dans cet ouvrage,
dont il faut signaler le souci méthodique de tout examiner et de ne rien négliger. Il constitue par ailleurs une première. Il ne se contente pas en effet de montrer qu'on peut mener une étude linguistique des parémies, il réintègre le fait parémique de plein droit dans les phénomènes linguistiques. Espérons que cet exemple sera suivi de beaucoup d'autres. Colorine, Colorado, Est Cuento se ha acabado. Jean-Claude Anscombre. Directeur de recherche émérite. CNRSLDI. Si les signes vous fâchent, au Kant vous fâcheront les choses signifiées. Rabelais. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel V. Introduction 6. L'objet d'étude que nous avons choisi, le proverbe 7, peut sembler séduisant et même amusant au premier abord. Pourtant, vu de près, nous nous apercevons que le proverbe ressemble à un écheveau dont il est difficile de démêler les fils, tant les questions posées sont nombreuses. Milner, 1969/50, signalait déjà cette complexité, et Shapira, 1997/36, comme Kleiber, 2000b, 43, la souligne, lorsqu'ils indiquent que nous reconnaissons facilement un proverbe mais que nous avons beaucoup plus de mal à le définir. Nous dirons pour notre part que nous reconnaissons ce qui en langue est annoncé comme proverbe, mais que nous n'arrivons pas à définir ce qui en métalangue pourrait être dénommé proverbe. Nous parlerions tous de proverbe pour l'habit ne fait pas le moine, mais nullement pour la robe et le vêtement de l'été. Cependant, il est plus ardu de définir les propriétés permettant de distinguer les deux énoncés. Malgré toutes ces difficultés, nous avons décidé d'entreprendre une étude linguistique d'une série d'énoncés que nous nommons généralement proverbes, avec l'intention d'arriver à parler d'une catégorie linguistique proverbe et non pas du simple mot de la langue proverbe. Nous devons donc dégager les propriétés linguistiques caractérisant ce genre de formule et elles seules, ce qui nous permettra de cerner l'objet que nous voulons définir. La première question que nous posons et à laquelle l'ensemble de notre travail essaiera de répondre, est de savoir si le proverbe peut être considéré comme une catégorie linguistique. Notre titre indique déjà que les phrases que nous étudierons appartiennent au français et à l'espagnol contemporain. Il ne s'agira donc pas d'observer des formules désuètes, et néanmoins présentes dans les dictionnaires de proverbes, comme s'il qui n'entend pas mon sens me trouble et qui entend me double dans mon réno, Pierron et Suzoni 1980/109, mais d'étudier celles que n'importe quel français ou espagnol connaît et peut-être emploie comme à quien madruga Dios le ayuda ou Pierre qui roule n'amas pas mousse. Partir de deux langues comme le français et l'espagnol présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permet de vérifier les possibles différences existant entre les formules proverbiales de chacune des deux langues. Mais aussi, cela permet de défendre le proverbe comme une entité dont le fonctionnement est similaire quelle que soit la langue dans laquelle il est énoncé. Nous nous basons uniquement ici sur deux langues romanes, mais il serait intéressant de comparer les résultats avec d'autres langues romanes, comme l'italien neuf ou le portugais, puis avec des langues plus lointaines. Notre étude se fonde sur deux types de corpus 10. D'une part, un corpus de proverbes français et espagnols hors contexte. Cela pourrait faire penser à un dictionnaire de proverbes, étant donné que nous présentons simplement une liste de phrases. Le corpus a été élaboré de la façon suivante. Nous avons réalisé une enquête auprès d'une centaine de sujets parlant français et espagnol, de tous âges, provenant de différentes régions et de catégories sociales distinctes. Ils devaient écrire pendant un mois tous les proverbes qu'ils connaissaient, sans consulter de dictionnaire. Grâce à cette enquête, nous avons obtenu une liste de parémies que nous pouvions considérer comme étant actuelles et nous ne sommes pas tombés dans le piège de nous baser uniquement sur celles qui sont proposées par les dictionnaires, où dans la plupart des cas, se glissent des formes archaïques et divers genres de locution 12. De plus, par le biais de l'enquête, nous avons vu qu'aussi bien les personnes les plus âgées que les plus jeunes possèdent un stock de proverbes, même si ceux-ci peuvent varier d'un sujet parlant à l'autre. Nous devons signaler que parmi les formules proposées sont apparues également des expressions comme caer como agua de mayo, que nous éliminions au fur et à mesure grâce à des critères linguistiques comme celui-ci. Toute locution commençant par un verbe à l'infinitif et pouvant être conjuguée ne fait pas partie des proverbes. La moyenne de parémies pour chaque personne a été de 20 pour les Français et 30 pour les Espagnols. Nous avons ajouté à notre corpus quelques formules provenant du Diccionario de Refrán de Campos et Barella,
1993, et de Le Dictionnaire des proverbes et dictons de France de Dournon, 1986. Nous avons obtenu de cette façon environ 700 proverbes contemporains dans chaque langue, à partir desquels nous pouvions commencer notre étude. Nous devons signaler que les parémies que nous citons au long de nos chapitres proviennent de Campos et Barella, 1993, et de Dournon, 1986. En cas contraire, nous le spécifions en bas de page. Il s'agit alors souvent de proverbes apparaissant dans le Diccionario de Refrán, Dico y Proverbio de Junceda, 2002, et dans le Dictionnaire d'expression et locution de Ray et Chantreau, 2003, ou dans le Dictionnaire de proverbes et dictons de Monreno, Pierron et Suzoni, 1980. Quant au deuxième corpus, il concerne les occurrences de proverbes en contexte. Élément novateur puisqu'il n'existe pas encore à notre connaissance de dictionnaire constituant non une liste de formules mais la présentation de ces formules dans leur contexte discursif. Pendant 2 ans, nous avons réalisé un corpus que nous pouvons diviser en une partie orale et une autre écrite. Pour la partie orale, nous avons procédé à des enregistrements de conversations, de programmes télévisés et radiophoniques à la recherche de proverbes. La base de données CREA, de la Royal Academy de la langue 13, nous a permis de multiplier les exemples oraux. La partie écrite est composée d'occurrences provenant de la presse, de la littérature ainsi que de courriers électroniques ou de messages textos de téléphone portable. Ces derniers sont à la frontière entre l'écrit et l'oral. En ce qui concerne la presse, nous avons trouvé une telle quantité de formules proverbiales que nous nous sommes restreintes aux 6 dernières années. Nous nous basons principalement sur les CD-ROM du quotidien français Le Monde 14 et de l'espagnol El País 15, étant les journaux de référence en France et en Espagne. Quant aux textes littéraires, nous nous sommes restreintes aux 30 dernières années, dans le but de travailler avec des occurrences actuelles. Les exemples du corpus proviennent de nos lectures personnelles mais aussi de la base de données française Frontext 16 et de l'espagnol CREA, de la Royal Academy de la langue. Nous avons recherché des parémies aussi bien dans des romans que dans des essais, des textes dramatiques ou des bandes dessinées 17. Le résultat global est d'environ 800 occurrences, réparties à peu près de la même façon en français et en espagnol. Contrairement à ce que les sujets parlants pensent souvent, aussi bien en France qu'en Espagne, les proverbes sont toujours en vigueur comme le démontre notre corpus en contexte. Nos corpus une fois achevés, le phénomène proverbial pouvait être abordé. L'intérêt de notre étude est d'arriver à construire un objet linguistique proverbe à partir d'un point de vue précis. C'est pourquoi nous avons choisi comme outil une théorie nous permettant de cerner les propriétés de la future catégorie linguistique. Consciente du fait que le point de vue construit l'objet 18, c'est pour nous un défi de décrire le phénomène proverbial à partir d'une théorie sémantique relativement récente, telle que la théorie de l'argumentation dans la langue et l'actuelle théorie des stéréotypes 19. Nous consacrerons une partie du premier chapitre à la description des théories mentionnées. Nous avançons simplement que les 2 cadres théoriques défendent l'idée d'après laquelle sous les mots, nous trouvons plus de mots. Le sens d'un mot réside dans les continuations discursives qu'il permet, et non dans la donation de son référent. Nous nous basons donc sur un cadre théorique non descriptiviste ou référentialiste, ce qui n'entraîne pas, évidemment, qu'il ne soit pas possible de réaliser une bonne description du phénomène à partir de ces autres théories. Dans notre cas, nous tenterons d'observer les phrases proverbiales à l'intérieur de la langue et non dans le monde extralinguistique. Sous une hirondelle ne fait pas le printemps, nous ne nous demanderons pas si le terme hirondelle fait référence à l'hirondelle du monde réel, ou si les hirondelles arrivent vraiment au printemps. Nous observerons en revanche les continuations discursives que permet ce genre de formule. L'analyse de la question proverbiale dans 2 langues, le français et l'espagnol, d'un point de vue purement linguistique, nous semble novateur. Nous vérifierons au premier chapitre que les monographies consacrées aux proverbes ont souvent abordé celui-ci d'un point de vue anthropologique, historique, littéraire ou sociologique, même s'il existe des études linguistiques, comme celle de Norick, 1985, et d'abondants articles traitant la question sous un angle sémantique. Jadis, comme nous le verrons dans l'état de la question, les travaux folkloriques ou littéraires sur les proverbes prédominaient. Depuis une 30aine d'années, les études linguistiques s'intéressant aux parémies sont en vogue. Cependant,
certaines idées préconçues sont toujours présentes dans ces travaux, comme par exemple le figement et l'archaïsme du proverbe, ou le fait de citer la sagesse populaire lors de l'énonciation proverbiale. Enscombre 2025 ironise à ce propos. Saupoudrons d'un peu de grimace. Le proverbe présente des traits archaïsants, une structure binaire, i.e. marquée par l'opposition de deux propositions ou de deux syntagmes, souvent manifestée par une rime, et nous obtenons la recette classique du proverbe. Se sert généralement avec un peu de sagesse des nations, et supporte sans inconvénient majeur la transmission fidèle de génération en génération. Qui plus est, il n'y a toujours pas une définition claire du sens proverbial. Comme l'indique Kleiber, 2000b, 43, quelques études commencent à poser la question du sens proverbial mais nous ne sommes pas encore arrivés à une réponse satisfaisante. Même les travaux les plus récents n'ont pas réussi à proposer une définition sémantique unitaire achevée de la catégorie des proverbes. Les caractérisations proposées restent en effet encore trop générales, souvent imprécises et commodément vagues. Non pas qu'elles soient incorrectes, elles pointent généralement dans la bonne direction, mais se contentent d'indiquer qu'il s'agit de vérités générales ou collectives concernant la nature, la conduite des hommes et leur rôle dans l'univers. Nous nous posons la question suivante. Le proverbe est-il une catégorie universelle dont nous pouvons trouver les propriétés dans plusieurs langues ? Du premier coup d'œil, nous répondrions de façon négative puisque par exemple, les grammaires ne s'occupent pas des proverbes. Comme nous le verrons dans l'état de la question, Grevis 1993/240 se débarrasse des proverbes dans une note de bas de page, les qualifiant d'espèces de locution. De plus, il y a des milliers de formules dont la structure, le lexique et le sens peuvent sembler extrêmement différents. Quel point commun y a-t-il entre il n'y a pas de fumée sans feu et on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace ou alors entre quando la barbas de tu vecino veas pelar, echa la tuyas a remorar et el habito no hace almonre? Si nous supposons que les proverbes peuvent former une notion linguistique homogène, il faut alors essayer de les circonscrire 20. Notre volonté a été de les aborder par la forme, la formation et le sens. La forme, parce que nous voulons savoir s'il est possible de parler d'une structure de surface universelle, du proverbe. La formation parce qu'une formule ne n'est pas proverbe, elle le devient. Le sens, parce qu'il s'agit de la clé du fonctionnement et du succès proverbial et en même temps de la question la plus épineuse. Si nous décidons d'attribuer un sens à chacun des proverbes, nous trouverons autant de sens que de proverbes. Si en revanche, nous cherchons plus loin l'existence d'un sens commun ou englober chacun d'entre eux, nous avancerons vers la définition d'une notion linguistique. La thèse que nous voulons défendre verrait le proverbe non comme un vestige folklorique qui orne nos discours, mais comme une catégorie linguistique homogène, c'est-à-dire pourvue d'une série de propriétés linguistiques que nous pouvons décrire, dont la structure n'est pas complètement figée et qui, loin de consister en une citation de la sagesse populaire, suit référentielle. Pour défendre l'existence du proverbe en tant que catégorie linguistique et pour la définir, nous nous poserons les questions suivantes. Existe-t-il une structure de surface typiquement proverbiale ou y a-t-il une infinité de structures possibles ? Comment passons-nous d'une formule provenant d'un seul locuteur à une formule présentée comme admise par toute notre communauté linguistique ? Quel est le sens du proverbe en soi ? Pourquoi décidons-nous d'apporter un proverbe dans notre discours ? Comment et à quoi s'applique l'énonciation proverbiale ? Toutes ces questions nous ont amenés au plan suivant. Le premier chapitre rappellera, de façon introductive, l'histoire et l'actualité des proverbes, l'état de la question sur les études proverbiales ainsi qu'une explication du cadre théorique choisi. Il s'agit d'une partie préliminaire. Le deuxième chapitre essaiera de répondre à la question de la forme de surface du proverbe en français et en espagnol contemporain. À partir de notre corpus hors contexte, nous délimiterons les structures les plus importantes des parémies françaises et espagnoles et nous comparerons de cette façon les similitudes et les différences du langage proverbial des deux langues. Nous verrons ainsi s'il existe une structure caractérisant les proverbes et qui permettrait donc son imitation dans d'autres champs comme celui de la publicité. Le troisième chapitre a pour but d'expliquer la formation sémantique du proverbe. Comment passons-nous d'une formule personnelle à une formule collective ? De la même façon, nous verrons comment à partir d'un énoncé compositionnel nous obtenons un énoncé plus large ou métaphorique. Aussi bien la forme de surface que la forme sémantique du proverbe
ratifieront son aspect générique. Au 4e chapitre, nous nous pencherons sur l'évolution diachronique de 10 proverbes français et espagnols afin de démontrer que leur transmission n'est pas exacte de génération en génération. Qui plus est, leur évolution nous permettra de confirmer, d'une part, que la parémie s'adapte au moment où elle est énoncée et d'autre part que malgré l'évolution de sa structure et de son lexique, la généricité est toujours présente. Finalement, grâce à notre corpus en contexte, nous consacrerons le 6e chapitre à une analyse des occurrences de proverbes, où nous observerons la parémie par rapport à son entourage discursif. Cela nous permettra de cerner encore plus le sens unitaire du proverbe et de voir que la phrase de surface « une hirondelle ne fait pas le printemps » n'est rien d'autre que la trace des étapes antérieures et non le véritable sens proverbial. De plus, nous pourrons observer la grande charge argumentative de l'énonciation proverbiale quand nous expliquerons, en nous appuyant sur la théorie de la polyphonie, pourquoi un locuteur décide d'apporter une formule de sa communauté linguistique dans son discours. Par conséquent, nous nous attacherons, le long des 5 chapitres, à définir une catégorie linguistique vivante, employée par les locuteurs dans un but précis et non comme un simple ornement. Chapitre 1. Proverbes et cadres linguistiques, prolégomène. Le chapitre d'ouverture de notre travail présente 3 parties. Dans une première partie, nous rappellerons brièvement l'histoire du proverbe en France et en Espagne, à partir des études ayant abordé la question. La deuxième partie consiste en un état de la question où seront passés en revue les travaux dont nous nous sommes servis pour notre recherche. En dernier lieu, nous finirons par l'explication du cadre théorique choisi pour traiter le phénomène proverbial. Les 3 parties composant ce chapitre semblent, à première vue, ne partager aucun lien entre elles. Cependant, nous avons voulu réunir 3 questions incontournables, qui constituent les prolégomènes nécessaires à l'étude linguistique du proverbe. La vision historique de la présence des parémies dans la littérature et la société, les différentes analyses linguistiques sur le phénomène proverbial et le cadre théorique au sein duquel s'est construite notre recherche introduiront le lecteur à notre objet d'étude. 1.1. Histoire et actualité du proverbe. Notre intention est de pouvoir construire la notion linguistique proverbe en partant d'un point de vue précis, le point de vue sémantico-argumentatif. Cependant, avant de rentrer dans le travail purement linguistique, nous voudrions présenter une brève histoire des proverbes en France et en Espagne. Notre objet n'est pas d'apporter une nouveauté quelconque sur la question historique des parémies, mais de rappeler les études, les emplois, les interrogations que le proverbe a pu susciter au cours des siècles. À partir d'articles ou d'ouvrages tels que Combet, 1971, consacré à l'histoire du refranero castillan, Contario 1997, thèse de doctorat où est étudiée, entre autres, l'histoire du proverbe français, espagnol et galicien, Leroux de Lincy 1842, compilateur et érudit des proverbes français 21, Taylor, 1931, œuvre de référence où le parémiologue aborde parmi des apostrophes. Autre question, celle de l'origine des proverbes, Buridan 1999, où est étudiée la fonction du proverbe français au Moyen-Âge. Parmi d'autres études, nous expliquerons l'intérêt qu'a suscité le proverbe en France et en Espagne. Les sources d'où proviennent les proverbes sont diverses. Les textes de l'Antiquité et la Bible, plus précisément le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste, attribué à Salomon, représentent une mine de formules proverbiales. Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle 22 rappelle que dans le monde de l'Antiquité, c'est sous forme de proverbes que les prêtres firent parler les oracles, que les législateurs promulguèrent leurs lois, que les sages et les savants résumèrent leurs doctrines. Ces maximes de la vie pratique devinrent même si recommandables chez les peuples de l'Antiquité, que, pour les avoir sans cesse présentes à l'esprit, ils les inscrivaient sur les monuments publics des villes et même des villages. Le Moyen-Âge utilisera ces textes comme source proverbiale. Au XIIe siècle surgit en France une œuvre qui consiste en un dialogue versifié en français entre Salomon et un dénommé Marcoule, dont on pense qu'il pourrait s'agir de Marcus Caton. Le texte se compose d'une série de répliques sous forme de proverbes. D'après Leroux de Lincy, 1842, l'œuvre naquit dans les écoles universitaires françaises où les dialogues de Salomon étaient appris par cœur. Elle connut un grand succès et fut en vogue pendant plusieurs siècles. La valeur des proverbes au Moyen-Âge était principalement didactique. Ainsi,
Les Distica Catonis traduits en français au XIIIe siècle et destinés à l'éducation de la jeunesse sont finalement devenus une compilation de proverbes. D'ailleurs, Leroux nous explique comment, à partir des travaux philosophiques, fut créé dans les écoles un recueil de sentences appelé Dit des philosophes. Buridan, 1999, rappelle qu'un exercice courant dans les écoles consistait à traduire des proverbes français en latin et vice-versa. Le linguiste signale également que l'emploi des proverbes dans les sermons est expressément recommandé par des traités ou recueils de prédication comme moyen d'attirer ou de réveiller l'attention de l'auditoire, particulièrement quand on s'adresse aux laïcs. Buridan 1999 sur 508. Parallèlement à leur fonction didactique et scolaire, les proverbes apparaissent également dans les œuvres littéraires du Moyen Âge, aussi bien dans la poésie populaire, le roman de la Rose, dans les romans, par exemple dans ceux de Chrétien de Troyes, que dans les vies de saints ou dans les fabliaux. D'un autre côté, bien que de nombreux proverbes proviennent de sources bibliques ou littéraires, il existe des manuscrits dont les formules sont issues du peuple. Les proverbes aux vilains, manuscrits du XIIIe siècle, ou les proverbes ruraux et vulgaux, du XIIIe siècle également, présentent des proverbes en français dont l'origine ne remonte plus à la Bible ou aux textes philosophiques mais aux gens de la campagne. En Espagne, de même qu'en France, les proverbes jouaient un rôle important dans les écoles 23. Même si le phénomène apparaît un peu plus tard 24 au XIVe siècle, nous constatons la présence de proverbes dans la prose comme El Conde Lucanor, 1335, ou dans des œuvres versifiées comme El Libro del Buen Amor, 1330. Au XIIIe siècle commencent à poindre aussi, timidement, les refraneros ou recueils de refranes, qui connaîtront un plus grand essor à partir du XVe. Ainsi, Combet, 1971, annexe 4, présente un manuscrit dénommé Seniloquium, avec des proverbes, tels que Mas cerca son los dientes que los pariant ou Donde la Danaï la toman, qui sont accompagnés de gloses en latin. Sbarbi 1878 propose une édition du manuscrit Los Refran Glosados qui d'après Combet, 1971 sur 120, date de la dernière décennie du XVe siècle. Un père y donne à son fils des conseils sous forme de proverbes expliqués. Voici par exemple le troisième proverbe accompagné de sa glose. Quien mucho habla mucho hiera. Y después muchas veces el largo hablador encendido en su hablar, ni quiere oír, ni se tarda en responder, y así poco pensando, y mal atentado diz alguna razón que sería mejor haber callado. Y seront palabra para sí mismo dañosas, y merechera oír. Sbarbi 1878, tome 7, page 4. Nous citerons finalement le recueil de proverbes attribué au marquis de Santillana, refrain que dizaine la vieras tras el luego, qui connut un grand succès étant donné qu'il s'agissait, d'après Combet, 1971 sur 130, du premier à être imprimé. Nous devons souligner la présence, en France, du recueil Les Proverbes communs qui commença également à circuler grâce aux différentes éditions imprimées. Il atteignit son apogée au XVIe siècle. Le recueil connut de nombreuses imitations dont la plus connue est d'après Leroux de Lincy, le recueil des sentences notables et dictons communs, proverbes et refrains, traduit du latin, de l'italien et de l'espagnol par Gabriel Murier 1568. De notre côté, nous avons trouvé une autre version à la Bibliothèque du Vatican, également du XVIe siècle et qui porte la marque de Denis Mélier 25. Par rapport au siècle précédent, nous devons signaler un manuscrit français de 1444, abordé par Comte Thariot, 1997 sur 152, qui contient 798 proverbes accompagnés de commentaires juridiques. À nouveau, nous avons pu consulter le manuscrit à la Bibliothèque du Vatican 26. De plus, Langlois, 1899, transcrit les proverbes y paraissant. Ceci est d'une grande aide étant donné qu'ils sont parfois illisibles dans le manuscrit. Voici quelques exemples. À bon demandeur sage escondisseur. Ce n'est pas or qu'ancre lui. Fais ce que doit, advienne que peut. Qui la maison son voisin voit ardoir paour doit beut avoir de la soue. Quant aux œuvres littéraires, nous devons citer celle de Villon composée uniquement de proverbes et intitulée La Ballade des proverbes. En Espagne, le roman La Celestina contient également de nombreux proverbes. Tous les parémiologues signalent l'avant et l'après des proverbes. Le XVIe siècle, avec la présence des Adagia d'Erasme de Rotterdam, 1500, marque un tournant dans l'emploi des proverbes.
À la suite de cet ouvrage, apparaissent de nombreux recueils de parémies glosées ou traduites dans d'autres langues ainsi que des dictionnaires plurilingues présentant différentes variantes de proverbes. Nous trouvons dans les Adagia d'Erasme une série de formules telles que la vieillesse elle-même est une maladie. Ipsa senectus morbus est, accompagnée d'une glose ou explication assez dense. Comme l'explique Contario 1997, entre autres, le XVIe siècle connut plusieurs facteurs propices au développement des études proverbiales. Outre l'ouvrage d'Erasme, il faut mentionner le mouvement de l'humanisme où les intérêts se tournent vers l'époque classique. Ce siècle est marqué, entre autres aspects, par les dictionnaires plurilingues et les différentes traductions de la Bible. En France, nous devons signaler l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, grâce auquel la langue française devient officielle en tant que langue d'État. Enfin, l'invention de l'imprimerie permet au peuple d'accéder aux traductions des textes sacrés ainsi qu'aux différents dictionnaires ou recueils de proverbes. Nous citerons un manuscrit, qui a été édité dans le Anuario del Instituto Cervantes, 2002, El Español en el Mundo, de dialogue hispano-anglais du professeur Mincheu, de 1599. Dans l'introduction à ces dialogues, il nous est dit qu'il était important pour les Anglais de pouvoir communiquer avec les Espagnols, qui détenaient les richesses indiennes. De même, bien avant Erasme, il est signalé que le recours à des dialogues pour apprendre le latin constituait une pratique habituelle. Mincheu, à la fin du XVIe siècle, conscient de l'importance de la phraséologie, crée ces pleasant and delightful dialogues in Spanish and English, où apparaissent de nombreux proverbes. Ama, bien seyo que tous abrazaser una bella quería, y esta no es virtu. Alonso, el saberla hacer no te malo, el usarla si. Ama, siempre oí decir que quien la sabe la tañe. Anuario del Instituto Cervantes 2002 sur 314. Ces dialogues nous semblent très représentatifs de la tendance du XVIe siècle à présenter des textes dans différentes langues. Quant au domaine littéraire, des auteurs comme Montaigne ou Rabelais emploient beaucoup de proverbes dans leur œuvre, contrairement aux écrivains de la Pléiade, tels que Ronsard, qui défendent, comme le rappelle Leroux de Lincy, 1842 sur 62, une école poétique savante et pédantesque. En Espagne, nous pouvons signaler le Lazarillo de Tormes, ouvrage anonyme dont le langage populaire présente un nombre considérable de proverbes. Nous devons souligner que nous nous trouvons surtout face au grand siècle des refraneros, ou recueils de proverbes. Combet, 1971 sur 165, considère le XVIe siècle comme une intarissable réserve parémiologique. Les grands noms des compilateurs de refranes castillans sont Juan de Valdés, Pedro Valle, Juan de Mallara, Hernán Núñez, dont les œuvres présentent des proverbes accompagnés souvent d'une glose explicative. En France, outre la circulation des recueils proverbiaux tels que les proverbes communs qui donnèrent lieu aux Proverbia Gallica, ouvrages en français et en latin, des érudits tels que E. Pasquier ou H. Estienne consacrent leur travail au sens et à l'origine des parémies. Ainsi, Pasquier 1529 à 1615, dans son immense ouvrage « Les recherches de la France » réserve quelques chapitres à l'étude des proverbes. Le chapitre 9 du tome 3 par exemple, aborde la formule « bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » dont il dit au début « Il semble de prime face que ce proverbe soit un dire volé. Car je vous prie, quelle rencontre à la bonne renommée avec la ceinture dorée ?» Pasquier 1529-1615 sur 1557. Le grammairien propose ensuite une explication de l'origine du proverbe. Nous devons commenter de même la présence des proverbes dans la peinture. L'artiste néerlandais, Bruegel l'Ancien, nous a légué 2 tableaux intéressants et représentatifs de son époque, 12 proverbes flamands, 1558, et les proverbes flamands, 1559. Dans le premier, Bruegel peint 12 images, chacune d'entre elles à l'intérieur d'un cercle, où sont représentés autant de proverbes ou expressions. Dans le deuxième tableau, le peintre offre au spectateur plus de 100 proverbes et locutions qu'il aura à déchiffrer. Nous voyons par exemple un grand poisson qui en mange un petit, faisant référence au proverbe « les gros poissons mangent les petits ». Nous nous trouvons effectivement dans une période de réflexion sur les proverbes où voit le jour, outre des travaux sur le sens et l'origine de ceux-ci, de nombreux recueils de parémies accompagnés d'une glose ou d'une explication. Au XVIIe siècle, cette tradition subsiste. Nous pouvons signaler ainsi le trésor de la langue francoise, tant ancienne que moderne de Jean Nicot, 1606,
dont la dernière partie est constituée d'un dictionnaire ou recueil de proverbes Ioannis A2 JDINUCERIENSISADAGIORIUM Galis VULGARIUM, INLEPIDOS et EMUNCTOSLATINAE Lingue Vericulos Traductio, où l'auteur présente un proverbe français suivi d'une ou deux versions latines. À bon entendeur ne faut qu'une parole. Prudenti verbum vel folum fuisiori. À chacun oyo on y lui est beau. Semper ab gratos volucrua godianidos vel. Diligi alituum tchoufk cubiluum. À cheval donné, l'on ne doit lui regarder dans la bouche. Nom de Seora datico timpectar cabali. Nous avons pu consulter également un dictionnaire de proverbes trilingues, anonyme, latin, italien, espagnol, de 1636, Proverbiorum trilinguium collectanea latina. Es Itala et Hispana. In luculantam redacta concordantiam. MUTIIFLORIATI. MDC 36, où l'auteur propose un proverbe italien qu'il traduit en espagnol et à propos duquel il suggère quelques versions en latin. Amore vuol fati, non parole. Obras son amores, no buenas razon. Factis vult pectari Grecia non verbis. Non verbis se factis opus et. Ubi opus et factis inutile fun termon. Le XVIIe siècle est celui d'un des grands parémiologues espagnols. L'œuvre du maître Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, achevée en 1627, mais qui ne sera publiée qu'en 1906, présente environ 25 000 proverbes, phrases proverbiales et expressions. Combet, 1971, qui consacre une grande partie de son travail au parémiologue espagnol, a su souligner l'importance du recueil où apparaissent environ 8 000 proverbes originaux, c'est-à-dire des formules absentes des compilations antérieures. Le parémiologue français Aoudin compila de même un nombre important de parémies qu'il présenta dans ses Curiosités françoises 1640. Nous signalons également le célèbre dictionnaire de proverbes bilingues, espagnol-français, de César Houdin, 1605, Refrano Proverbio Castellanos Traducidos en Lengua Francesa. Rappelons finalement l'existence du dictionnaire franco-anglais de Cotgrave, 1611, où sont présentés de nombreux proverbes français que l'auteur traduit en anglais. Par exemple, pour le mot chien nous trouvons entre autres les proverbes suivants accompagnés de la traduction anglaise. Chien enragé ne peut longuement vivre. Chien échaudé craint l'eau froide. Chien hargneux a toujours les oreilles déchirées. Chien qui obéit ne mord pas. Chien sur son fumier est hardi. Quant à la littérature, le Guzmán de Alfarrage de Matteo Alemán et le Quiroté de Cervantes sont les œuvres représentatives du siècle d'or espagnol et ce sont celles qui présentent le plus grand nombre de proverbes. De nombreuses études sur les parémies dans le roman de Cervantes ont vu le jour. Il suffit de chercher dans la base de données MLA, International Bibliographie du Modern Language Association of America, ou dans des revues de parémiologie comme Parémia pour mesurer la somme de travaux sur le sujet 27. Cela se comprend car l'ingénioso Hidalgo Don Quirote de la Mancha est une mine de proverbes, énoncé le plus souvent par Sancho Panza. Voici deux exemples. Sancho nací y Sancho pienso morir, pero si con todo esto de buenas a buenas mora solicitud y sin mucho riesgo, me deparas el cielo alguna insula o otra cosa semejante, no soy tan necio que la desches, que también se dais. Vos, hermano Sancho Dijo Carrasco habéis hablado como un catedrático, pero con todo eso confiad en Dios y en el Señor Don Quirote, que os ha de dar un reino no que una insula. Cervantes Saavedra, Miguel de 1615,
Deuxième partie de El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, aide de l'Instituto Cervantes dirigé par Francisco Rico, 1998, Barcelona, Crítica, base de données Ray. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, respondió Sanchosi que yo soy un asno. Ma no sé yo para que nombro asno en mi boca, puno se ha de montar la soga en casa del ahorcado. Cervantes Saavedra, Miguel de 1605, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, aide de l'Instituto Cervantes dirigé par Francisco Rico, 1998, Barcelona, Crítica, base de données Ray. Cependant, à partir du XVIIe siècle, aussi bien en France qu'en Espagne, le proverbe est en déclin, voire même méprisé. Combet, 1971 sur 289, explique le phénomène de la décadence proverbiale en Espagne par le biais du mouvement de la contre-réforme et de l'admiration envers le monde français. La contre-réforme a, dans l'intervalle, laissé tomber sa chape de rigorisme sur la société espagnole tout entière. Les siècles à venir seront pour les refranes comme pour les autres productions de l'esprit, ceux de la reprise en main et de la liberté surveillée, et le goût français, classique et antipopulaire viendra parfaire l'œuvre de la censure. Quant à la langue française, Leroux de Lincy, 1842, considère que l'abus proverbial commis par Rabelais et par d'autres auteurs de son époque eut une influence sur le mépris envers les parémies. Le XVIIe siècle est marqué par la norme du français et Leroux de Lincy, 1842 sur 65, indique que Vaugelas en arrive à détester les proverbes. Les proverbes ont même été frappés d'anathème par quelques-uns de ceux qui ont le plus contribué au perfectionnement de notre langue, Vaugelas les avait pris en haine. N'oublions pas que Vaugelas écrit ses remarques sur la langue françoise, 1647, où la norme du français est constituée par l'usage de la cour. Qui plus est, au XVIIe siècle est créée l'Académie française chargée d'imposer la norme du français. Nous devons indiquer que le dictionnaire de l'Académie française, 1762 ou 1694, contient un grand nombre de proverbes. Signalons par exemple le cas de Pierre qui roule n'amasse point de mousse, pour dire qu'un homme qui change souvent de condition et de profession n'acquiert point de bien. Dans le champ littéraire, alors que Matteo Alemán et Miguel de Cervantes font usage du proverbe, Quevedo ou Calderon disent le haïr. En France, certains auteurs tels que La Fontaine et Molière emploient des proverbes et parviennent même à en créer de nouveaux. Certains vers de Corneille ou de Racine sont devenus des proverbes. Ainsi, la formule « la valeur n'attend pas le nombre des années » provient de la tragédie du Cid. Suivant Leroux de Lincy, nous rappellerons qu'en France surgit avec grand succès la Comédie des Proverbes, pièce d'Adrien de Montluc, en 3 actes et en prose. Les personnages comiques tels que le médecin ou la servante parsèment leurs dialogues de proverbes. Le siècle des Lumières n'est pas très propice aux proverbes. Le siècle d'or espagnol révolu, c'est la France qui produit les écrivains et philosophes de renom. Dans le champ littéraire, Feyreau critique les proverbes. Ainsi, nous pouvons voir dans sa lettre Fallibilidad de los Adagios, présentée dans Sbarbi 1878, tome 9, le mépris qu'il ressent envers les parémies. Bastaba lo dico para mi defensa, pero a mas aspiro, que he a mostrar a vuestra merced que he muchos adagios, no solo falsos, sino injustos, iniquos, escandalosos, desnudos de toda apariencia de fundamentos, y también contradictorio unos a otro. Por consciente, et una necedad insigne el reconocer en los adagios la prerogativa de evangelios breve. 28. En France, bien que les proverbes n'apparaissent pas en grand nombre dans la littérature, nous devons signaler leur présence dans les fables et poèmes de Florian 29. En outre, nous devons rappeler le succès des dénommés proverbes dramatiques. Ceux-ci existaient déjà dans les siècles précédents, mais c'est au XVIIIe qu'ils sont le mieux accueillis. Le succès de ce genre est attribué à Carmontel. Les proverbes dramatiques étaient représentés dans les salons de Paris, ou dans les châteaux de province. D'après la description de Leroux de Lincy, un événement de la vie privée était mis en scène et on lui appliquait comme morale un proverbe. Plus vulgaire était celui-ci, meilleure était la pièce. Alfred de Musset fut le plus grand successeur dans ce genre. Il apporta au XIXe siècle un nombre considérable de comédies de ce type. Nous signalerons finalement qu'à la fin du XVIIIe début du XIXe, le peintre Goya réalise dans ses Caprichos une série de gravures énigmatiques représentant des formules parfois proverbiales.
Au XIXe siècle, un intérêt croissant pour les parémies semble faire retour. Aussi bien en France qu'en Espagne, plusieurs érudits réputés travaillent sur le sujet. Nous pouvons citer ainsi Leroux de Lincy 1842, qui écrit le livre des proverbes français, Quittard 1860, et ses études historiques littéraires et morales sur les proverbes français et le langage proverbial, Méry 1828, avec Histoire générale des proverbes, adages, sentences, apophthegmes, dérives de mœurs, des usages, de l'esprit et de la morale des peuples anciens et modernes. En Espagne, nous devons mentionner l'ouvrage du parémiologue Sbarbi, 1878, composé de 10 tomes quelque peu hétérogènes. Effectivement, et comme le fait remarquer Combet, 1971 sur 328, malgré le titre El refranero généraux l'espagnol, l'ouvrage de Sbarbi n'est pas exactement un refranero. Nous y trouvons des textes d'époques diverses et abordant des sujets disparates comme la intraducibilidad del Quirote, tome 6, qui n'a pas beaucoup de rapport avec la parémiologie. Cependant, Sbarbi présente un matériau qui peut être intéressant grâce à sa diversité et à l'amplitude de sa compilation de proverbes. Dans le champ littéraire, Combet, 1971 sur 321, rappelle qu'une tendance vers les valeurs nationales et pittoresques ressurgit en Espagne. Grâce à la littérature réaliste et costumbrista, ou littérature de mœurs, les proverbes apparaissent dans les romans, comme par exemple chez Pérez Galdós. De même, en France, nous retrouvons les proverbes dans les œuvres littéraires. Navarro Dominguez, 2000, démontre que des auteurs tels que Balzac non seulement emploient des proverbes dans leurs romans mais prennent l'habitude de les déformer. C'est le cas de Les voyages déforment la jeunesse, à la place de Les voyages forment la jeunesse, qui apparaît dans Un début dans la vie, 1845. La subversion des proverbes est poussée jusqu'au paroxysme par les écrivains surréalistes au début du XXe siècle. Le poète Paul Éluard, auprès de Benjamin Péret, propose ainsi, en 1925, un petit ouvrage intitulé 152 proverbes mis au goût du jour 30. Nous y voyons des proverbes sous des formes subverties, tels que il faut battre sa mère pendant qu'elle est jeune qui imite la structure de il faut battre le fer quand il est chaud, ou alors à chaque jour suffit sa tente à la place de à chaque jour suffit sa peine. Au XXe siècle, nous pouvons considérer qu'il existe un intérêt croissant pour le champ parémiologique, du moins en ce qui concerne son étude. En France, des médiévistes comme Moravski nous ont laissé des œuvres telles que Proverbes françaises antérieures au XVe siècle, recueil de 2500 proverbes françaises antérieures au XVe composés à partir de manuscrits et de compilations comme les Proverbes aux vilains, œuvre précieuse pour l'étude de l'évolution proverbiale. Quant aux travaux de recherche à propos des parémies médiévales espagnoles, nous citerons, suivant ainsi Contario, 1997, Eleonor Ocán et son étude Refrán y frases proverbiales españolas de la Edad Media. La parémiologue a publié en outre des articles sur la question ainsi que des recueils de proverbes inédits, comme celui du XVIe siècle de Francisco de Espinosa, qui paraît en 1968. Suivant la voie ouverte par Sbarbi, et à partir de la publication du Vocabulario de Refrán de Correas, 1627, des linguistes tels que Rodriguez Marin consacrent une grande partie de leur travail aux parémies. Nous pouvons mentionner également quelques dictionnaires de proverbes ou recueils publiés par Marin. Los 6666 refrán de mi ultima rebusca, 1926, Más de 21 000 refrán castellanos no contenidos en la copiosa colección del maestro Gonzalo Correas, 1926, Todavía 10.700 refrán más no registrados por el maestro Gonzalo Correas, 1941. Il faut signaler aussi l'œuvre de Martínez Kleiser, Refranero General Ideológico Espagnol, 1953, grand volume de proverbes espagnols, ou le Refranero Castellano de J. Serrador, 1928, qui, comme l'indique Combet, 1971 sur 335, a le mérite de signaler la provenance de ces proverbes. Plus récent, le dictionnaire de Campos y Varela, Diccionario de Refrán, 1993, est l'un des plus intéressants actuellement. Non seulement les auteurs apportent une explication et des variantes de la formule, mais elles indiquent aussi l'ouvrage littéraire ou le dictionnaire où elles ont repéré le proverbe. En France, également, de nombreux dictionnaires parémiologiques ont vu le jour au siècle passé. Nous citerons le Dictionnaire des proverbes et dictons de France de Dournon, 1986, le Dictionnaire de proverbes et dictons de Monreno, Pierron et Suzoni, 1980,
ou le Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Malou, 1995. Généralement, ces dictionnaires présentent le proverbe accompagné d'une petite explication. Nous pourrions cependant leur reprocher, d'une part, de ne pas présenter le contexte dans lequel la formule est employée et d'autre part, de faire figurer parfois des formes désuètes. Par exemple, le Dictionnaire de proverbes et dictons 1980/91 présente des formules comme en grande écuelle peut-on faire mauvaise part qui ne nous semblent pas actuelles. Outre les dictionnaires et recueils que nous venons de mentionner, nous vérifions l'intérêt à l'égard des proverbes grâce aux études menées sur le sujet ces dernières années. Nous devons citer La richesse du proverbe, ouvrage en 2 tomes publié en 1984 par F. Suard et C. Buridan à l'issue d'un congrès parémiologique. Nous mentionnerons également le numéro thématique 139 de la revue Langage, dirigé par J.C. Anscombre, et consacré exclusivement à la parole proverbiale. Nous devons citer également l'étude récente de Visetti et Cadio, 2006, Motifs et proverbes. Essai de sémantique proverbiale, ainsi que l'étude de Palma, 2007, Les éléments figés de la langue. Sur le figement, nous citerons finalement l'ouvrage collectif d'Anscombre et Meiri, 2011, Le figement linguistique, la parole entravée. De plus, il existe de nos jours des revues concernant ce phénomène, comme Paremia, PROHEMIO, ou de Proverbio, revue numérique 31. Bien que tous ces travaux soient la preuve d'un intérêt manifeste pour les formules proverbiales, les linguistes et parémiologues prévoient cependant leur disparition et regrettent la méconnaissance et l'usage rare des proverbes dans la société actuelle. Nous trouvons dans le prologue d'arrêt au Dictionnaire de proverbes et dictons, 1980, IX, une description du proverbe en tant que formule tombée en désuétude et archaïque. Dans son habit archaïque, ce bon vieux proverbe, que sa mine soit grave ou joyeuse, allongée ou rubiconde, apparaît comme un compagnon un peu ridicule et charmant que l'on est tout content de retrouver. Le linguiste en arrive même à qualifier le proverbe de grand malade, de moribond. Page 13. Dans le même sens qu'Alvo Sotelo, dans son prologue au recueil de Martinez-Kleiser affirme ceci. En 1978, si hemos de ser sinceros, cuando surge un refrán en la conversaciones habitual, esta se detienen un instant, acusando cierta divertida sorpresa. Solo en los medios campesinos, se mueven en su medio natural 32. Lázaro Carte, 1980/213-4, signale également la disparition des proverbes 33. Notre expérience, due principalement à l'élaboration du corpus de proverbes en contexte, démontre qu'ils sont toujours employés dans notre société, en Espagne comme en France 34. Parmi les 800 occurrences de proverbes en contexte de notre corpus, nous voyons qu'aussi bien les personnes les plus âgées que les plus jeunes emploient des proverbes dans leur discours. Dans ce que nous pouvons considérer comme un discours oral, que ce soit les conversations, les programmes médiatiques ou les messages laissés à un répondeur téléphonique, nous trouvons de nombreux exemples de proverbes en français et en espagnol. Dans le cas de la télévision, par exemple, nous pouvons faire remarquer que ceux-ci sont très employés dans les programmes People. Cayetana le está inculcando sus mismos gustos y como de tal palo tal astilla. La niña da sus primero pasos en la moda 35. Corazón de invierno, TVE1, janvier 2001. Ils apparaissent également dans les séries pour la télévision. Dans ce dernier cas, la conversation est en quelque sorte contrôlée puisqu'elle part d'un scénario écrit. Nous devons signaler l'abondance de proverbes dans une série espagnole comme Cuéntame lo que pao, où ceux-ci sont souvent énoncés par une grand-mère. Abuela, una parera de novios, vigilarlos. El hombre e fuego, la mujer estopa, viene el diablo y sopla 36. Série de télévision Cuéntame, TVE1 mai 2002. Cependant, nous pouvons trouver aussi des proverbes dans des programmes plus sérieux, comme dans le journal télévisé. Los pequeños comerciantes cerrarán solo si lo hacen los otros o si los unos por los otros y la casa sin barre 37. Le journal télévisé Télémadrid, décembre 2001. Quant aux Français, nous trouvons également de nombreux proverbes dans les médias, notamment à la radio. Merci JLM de France Bleu Nord pour ses premiers résultats et ses premiers commentaires. Stéphane Rosé, il est 20h45, chose promise, chose due. Les nouvelles estimations de l'Institut CSA nous parviennent et notamment la première estimation sur Toulouse.
France Inter, avril 2001. Ils apparaissent aussi à la télévision et au cinéma. Dans ce dernier cas, à nouveau, nous nous trouvons face à un contexte oral mais ayant été écrit précédemment sous forme de scénario. Dans un café parisien, un client et la buraliste. Le client et la vendeuse grattent un millionnaire sans succès. La dame, rien et vous? Le client, non, rien non plus, silence, malheureux au jeu. La dame, un peu gênée, peine. Oui, c'est ce qu'on dit, hein? Le client, bon, il faut que j'y retourne. La dame, oui, bon, allez. Film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean Genet, 2001. Nous avons pu recueillir de même quelques exemples sur les messages du répondeur téléphonique, comme celui-ci, où un garçon français d'une trentaine d'années laisse un message à un ami avec le proverbe l'occasion fait le larron, conjugué au participe présent. J'ai oublié ton anniversaire, c'est terrible, je sais. Mais maintenant il faut penser au mien. Je vais faire une bouffe chez moi, donc voilà, l'occasion faisant le larron, ça pourrait être quelque chose d'amusant. À la frontière entre l'oral et l'écrit, nous pouvons parler des messages écrits sur les téléphones portables. Dans le cas suivant, un homme d'une cinquantaine d'années demande à son frère, le jour même de son anniversaire, quel âge ce dernier vient d'atteindre. Voici la réponse, par le biais d'un message écrit sur le téléphone portable, peu de semaines avant l'anniversaire du premier locuteur. 54 años. Cuando la barbas de tu vecino veas pelar echa la tuya sa remorar, 38. Internet est devenu un nouveau moyen de communication où nous avons pu recueillir aussi quelques occurrences proverbiales. Message sur Internet qu'un traducteur envoie à un site de collègue. Il parle d'une question quant à une traduction qu'il avait soumise auparavant. Muchas gracias a todos por vuestra sugerencia. Tras consultarlo con la persona encargada del ajuste, he usado carrera armamentística, aunque yo hubiera preferido armamentista. Pero ya se sabe, donde es patrón no manda marinero 39. La plus grande partie des occurrences écrites proviennent de la presse. En ce qui concerne le français, en plus d'avoir consulté plusieurs journaux et magazines, nous nous sommes basés principalement sur Le Monde. Non seulement il s'agit du journal français de référence, mais en plus la méthode de recherche nous a été facilitée grâce au CD-ROM Le Monde 40. Il en est de même pour l'espagnol, où nous avons cherché des occurrences proverbiales surtout dans El País, grâce au CD-ROM du journal. Dans les deux cas, les exemples de proverbes sont très abondants, de telle sorte que nous nous sommes restreintes aux 6 dernières années, excepté quelques rares cas antérieurs. Nous évoquerons de nombreuses occurrences issues de ce corpus au cours de notre travail. Cependant, nous proposons déjà 2 exemples. Strasbourg, 250 000 habitants, 450 000 pour la communauté urbaine, n'oublie jamais le poids de l'histoire et ses 5 changements de nationalité en un siècle. Son empreinte est dans les rues, les bâtiments, les familles, les esprits. Chat échaudé craint l'eau froide et parfois l'histoire pèse et étouffe. Mais quand justement on s'en inquiète, Strasbourg sait aussi surprendre. Faire sauter les verrous, se montrer audacieuse, généreuse, éveilleuse. Le Monde 21 avril 1999 page 1, Vivre à Strasbourg, Fortier J. Dice el refrán que cuando la sartén chila, algo en la villa y como suel sus de con la sabiduría popular, su significado se aplica a ejemplos muy concretos de la vida. En este caso a la reciente salida de tono de la Iglesia Católica nada más conocer la noticia de que la Academia Sueca había concedido el Nobel al portugais de Lanzarote 41. El País de 2,99 page 2, Saramago y Valor Talins, Monsieur Ed. Comunidad Valenciana. En ce qui concerne le champ littéraire, force est de constater que les proverbes trouvés sont aussi très nombreux, quoique dans une moindre mesure. Nous nous sommes limités aux 30 dernières années. Ils apparaissent fréquemment dans le cadre d'interactions verbales. Pedi una beca para estudiar arte en Italia y he pasado allí casi un año, Siena, Perugia, Venecia. Sola. Numéro. Arre muerto repuesto. Nunca he tenido re. Et usted un moralista, 42. Vázquez Montalbán 1979 sur 121, Los Mar del Sur ed. Planeta. Je sais que je raconte les événements extérieurs et la face apparente de l'existence des autres,
pour ne pas trop m'interroger sur la face cachée de la mienne. Ravière appliquait. Il ne manquait que toi, lui dis-je. Plus on est de fous, plus on rit, répondit-il l'air sinistre. Pandora, dis-je à Pandora, voici les fous de Pandora. Ormesson JD 1986/200, tous les hommes sont fous S300 Frantext. Cependant, nous les voyons souvent figurer dans le discours monologal. N. Sarraute, par exemple, emploie souvent des proverbes dans des monologues intérieurs. Il prononce ces mots comme machinalement, comme pour se débarrasser, balayer rapidement. Ils ont d'un air distrait, on dirait qu'ils ont vu apparaître, s'ébaucher très vaguement. Mais il n'y a pas de doute possible, c'est lui, il vient, le malheur il est ici, il a franchi toutes les distances, traversé toutes les cloisons. C'est ce mot bonheur, se dressant tout à coup qui a dû l'attirer, ne dit-on pas que les contraires s'attirent? Ou peut-être pourrait-on dire plutôt que qui se ressemble s'assemble. Mais non. Quelle drôle d'idée, ce sont eux qui l'ont appelé, rappelé le bonheur accueilli ici, installé ici comme chez lui, exhibé sans vergogne, leur a révélé avec quel manque d'égard, quelle cruauté le malheur avait été banni d'ici, déchu, jeté aux oubliettes. Nathalie Sarraute, 1995/105, ici édition. Gallimard. Quant au corpus espagnol, nous y trouvons également de nombreuses occurrences de proverbes dans des contextes monologaux. Desde ese momento he dado un inmenso salto atrás. Imagino, intuyo, el plan, la estrategia, veo para que engañarnos, caer la losa no solo sobre el animal, pero todavía no oso deducir las consecuencias. Por el momento mi lo tomo con ligereza, unos vienen otros van, el muerto al hoyo, el vivo al bolo, lo cantureo en la inconsciencia porque si mi lo direra en sucio, digo en serio, no podría soportarlo 43. Félix de Assois, 1987/279, Diario de un hombre humillado ed. Anagramma. Le théâtre est propice à l'énonciation proverbiale, quoiqu'il nous ait été difficile de trouver des parémies dans le corpus français. Emi entiendo. Degem adivinarlo. El punto siete y último es. Lo que Dios quiera. Pedro asombrado si oiga, como lo ha sabido. Emi et que yo también soy cristiana. Pero no de la intransigeante, no se alarme, de la normale, de la que nunca van a misa ni se confiesant. Pedro? Menos mal. Emi, pero ya conoce el refrán. Adios rogando y con el mazo dando. Pedro, ¿qué quiere decir? Emi, pu que ayudarle, poner algo de nuestra parte, animarse un poquito y no quedarse sentado en un sillón, con la piernas juntas y con cara de sonambulo. Así es como está realmente Pedro. Pedro Cotloso y a 44. Moncada, S 1991/42, Sénat Parado. Théâtre créa. En revanche, les proverbes sont plus fréquents dans les bandes dessinées en France, où comparé à l'Espagne, ce type de publication jouit d'une tradition plus ancienne. Ségrégationix, tais-toi fille ingrate. Je vais te faire barricader dans ta chambre, et tu n'en sortiras que pour devenir l'épouse d'Acidénitrix. Jeune fille, ça. Jamais. Plutôt me faire vestale. Suivante image, ségrégationnix, parlant pour soi, ne brusquons pas les choses, ségrégationnix. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Goscinny R et Uderzo, A 1980/15, Le Grand Fossé, Paris, édition. A. René. La présentation de quelques occurrences en contexte de notre corpus nous a servi simplement pour illustrer la situation actuelle du proverbe. Loin d'être tombé en désuétude, le proverbe surgit dans nos conversations quotidiennes, dans nos lectures et dans les moyens de communication modernes tels que la télévision ou même les téléphones portables et Internet. Comme l'indique déjà Anscombre, 1997 et 2000A, certains proverbes disparaissent au fur et à mesure parce qu'ils concernent le monde rural ou parce que les mots présents ne s'emploient plus. Cependant, des formules telles que pas de nouvelles, bonne nouvelle, une hirondelle ne fait pas le printemps, qui se ressemble s'assemble, les chiens aboient la caravane passe, adios rogando y con el mazo dando, no por mucho madrugar amanes más temprano, en toda part que abbas font partie des proverbes les plus employés de nos jours. Anscombre 2000A,
cite en plus quelques formules très actuelles qui risquent de devenir des proverbes comme la femme au volant, la mort au tournant, mourir al volante, peligro constante. Nous devons signaler en outre que dans certains cas, l'énonciation proverbiale est annoncée par des introducteurs tels que, comme dit un ancien proverbe, como dice el proverbio 45. Nous avons constaté que le plus grand introducteur proverbial est de loin le verbe dire. Il se présente sous différentes formes. Parmi toutes les occurrences de dire en tant qu'introducteur proverbial, 50% d'entre elles apparaissent sous la forme 1. Le proverbe, français, cubain, local, dit X. Dans 35% des cas, le sujet du verbe dire est le pronom indéfini on dit que proverbe. Enfin, dans 15% des cas, la structure correspond à comme dit le proverbe. Nous nous trouvons face à 3 situations également pour l'espagnol. Dice 1, el refrán, proverbio 59%, dicen que proverbio 21%, como dice el, un proverbio refrán 21%. Il semble que la langue espagnole ait tendance à annoncer plus souvent l'énonciation d'un proverbe comme tel, que ne le fait le français. Ainsi, parmi les introductions avec le verbe decir, l'espagnol spécifie dans 80% des cas le mot refrán ou proverbio. En revanche, en français, parmi les énonciations du verbe dire, le mot proverbe est explicité dans 65% des cas. Nous présentons un schéma des différents introducteurs proverbiaux où nous pouvons vérifier que leur présence, on sait que ya se sabe, c'est bien connu, ne s'avère pas très importante. Cela implique que dans la plupart des cas les proverbes apparaissent dans le discours de façon naturelle. Nous constatons en outre que le français tend à annoncer le proverbe dans moins de cas que l'espagnol. Cela pourrait influer dans l'idée d'après laquelle en Espagne sont employés beaucoup plus de proverbes qu'en France. D'après ce que nous pouvons voir dans notre corpus, la présence de ceux-ci est similaire. La différence étant que les Espagnols ont une plus grande tendance à annoncer que ce qu'ils vont dire est un proverbe. 1.2. État de la question. Il y a peu, le proverbe était vu comme un ornement de notre langage. Combet, 1971/12, rappelle qu'à partir d'Erasme les parémies sont qualifiées de pierres précieuses. Si nous lisons les études sur les proverbes ou les préfaces des dictionnaires parémiologiques, nous voyons que les définitions ou les avis à propos de ces formules n'ont pas beaucoup évolué. Par exemple, Shapira, 1999/95, qui a par ailleurs le mérite de présenter de façon très claire et didactique la structure et le fonctionnement des parémies, les présente comme un élément ornemental. Le proverbe rompt nécessairement, par son style spécifique, la continuité du discours. Le contraste entre le ton du contexte et celui du proverbe a souvent pour résultat de restituer au proverbe, du moins en partie, sa force stylistique initiale. Le proverbe fonctionne alors comme un élément décoratif, un ornatus rhétorique. Qui plus est, nous avons déjà vu que l'idée préconçue du proverbe archaïque tombé en désuétude circule dans de nombreuses définitions proverbiales. Nous ferons référence à nouveau à la préface du Dictionnaire de proverbes et dictons, 1980 d'Alain Ray. Aujourd'hui, s'il n'est pas promu objet d'étude, le proverbe est souvent dénoncé comme résidu déplaisant de traditions ridicules. Les esprits modernes dénoncent ces platitudes. On le trouve volontiers niais, réac, petit bourgeois, mais voici que la contestation est contestée. La sempiternelle sagesse des nations devient objet d'ironie et de tendresse. On y découvre des trésors poétiques. Le proverbe est devenu cible de choix pour le jeu du rétro. On le ressort des vieux tiroirs. Il fleure la lavande sèche des armoires de campagne. Avec les robes fanées, les dentelles et les poupées de porcelaine, on l'extrait des malles d'osier du grenier de grand-mère, PIX. Même si Ray soutient que le proverbe est à nouveau employé dans certaines occasions, il le présente comme archaïque et naïf. La comparaison des parémies avec les poupées de porcelaine n'incite pas à une étude moderne des formules. De plus, les grammaires les négligent. Anscombre signale déjà, à plusieurs reprises, par exemple dans Anscombre, 2000A, 25, le désintérêt des grammaires envers les interjections et les onomatopées. Cependant, la situation proverbiale est encore pire. Riegel et Ali, 1994, ne les mentionnent pas. Grevis, 1993/240, leur consacre 6 lignes dans une remarque. Remarque 2. Les proverbes sont des espèces de locutions, mais qui constituent une phrase. Ils présentent souvent des constructions anciennes et contiennent parfois des mots rares ou disparus. À beau mentir qui vient de loin.
À bon entendeur, salut. OIGNEZ vilain, il vous poindra. Cela ne gêne pas le locuteur, car le sens est en quelque sorte global et ne dépend pas des mots pris en particulier. Grevis ne fait que répéter ce qui a déjà été dit à de nombreuses reprises, à savoir qu'apparaissent des mots et des constructions en voie d'extinction et il considère les proverbes comme des espèces de locutions. Cependant, quelques linguistes commencent à s'interroger sur les parémies en mettant en cause ces idées reçues. Des questions comme celle-ci commencent à ouvrir une nouvelle voie dans les études parémiologiques. Comment se fait-il que d'habitude on reconnaisse tout de suite un proverbe, même si c'est la première fois qu'on l'entend, et qu'on ait cependant tant de mal à tomber d'accord sur une définition adéquate ? Milner 1969/50. Effectivement, si nous nous dirigeons vers les définitions des dictionnaires, ce qui a déjà été fait par la plupart des linguistes et des parémiologues, nous voyons à notre grand désespoir que celles-ci sont circulaires. Sentence, maxime exprimée en peu de mots est devenue commune et vulgaire. Dictionnaire Le Littré, 1872. Espèce de sentence, de maxime exprimée en peu de mots, esperluette devenue commune et vulgaire. Dictionnaire de l'Académie française, 1762. Se dit communément des façons de parler triviales et communes, qui sont en la bouche de toutes sortes de personnes. Il y a beaucoup de proverbes sentencieux qui contiennent de belles moralités, de grandes vérités, particulièrement en espagnol. Dictionnaire universel de Furtière, 1690. Sentence exprimée en peu de mots, devenue commune et vulgaire. Dictionnaire historique de l'ancien français de la Curne de Sainte-Palais, 1876. Sentence, maxime exprimée en peu de mots. Larousse, p. 1866 à 1878, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Formule présentant des caractères formels stables, souvent métaphoriques ou figurés et exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique et populaire, commun à tout un groupe social. Flèche vers la droite 1. Adage, aphorisme, dicton, maxime. Dictionnaire Le Petit Robert 1996. Proverbio, el o que llamamos refrán. Tesoro de la lengua castellana o española, Covarrubias, ed. de FCR. Maldonado, Madrid, Castalia 1611 = 1999. Refrán, es lo mesmo que adagio, proverbio, a referendo porque se refiere de unos en otros. Tesoro de la lengua castellana o española, Covarrubias, ed. de FCR. Maldonado, Madrid, Castalia 1611 = 1999. Proverbio, sentencia adagio o refrán. Diccionario de Autoridad, Real Academia Española, ed. Facsimile, Madrid, Gredos 1737 = 1979. Proverbio, frase conforma fia en que se expresa un pensamiento de sabiduría popular. Adagio, aforismo, dico, sentencia. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, 1998. Refrán, cualquier sentencia popular repetida tradicionalmente con forma invariable. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, 1998. Nous voyons que définir le proverbe pour les dictionnaires revient souvent à dire qu'il s'agit d'une sentence ou refrán, et le refrán un proverbe ou sentence. Par conséquent, les dictionnaires ne sont pas d'une grande aide au moment d'arriver à une définition satisfaisante de ces formules. Face à la difficulté de cerner les propriétés proverbiales, de nombreux travaux se sont voués à leur étude. D'une part, nous trouvons des travaux sur des questions adjacentes aux propriétés purement linguistiques des formules proverbiales. Ainsi, des spécialistes tels que Pollan 1993 ou Arora 1995-1999 s'occupent plutôt d'aspects anthropologiques ou ethnologiques touchant aux proverbes. Le premier étudie son emploi dans la société africaine, alors qu'Arora travaille sur la situation dans les populations hispanophones des États-Unis. Rodeghem 1984 focalise également son étude, qu'il qualifie d'ethnolinguistique, sur les sujets parlants africains, notamment sur les habitants du Burundi. Cependant, son travail s'avère très intéressant au niveau linguistique. Le rôle principal du proverbe est d'après lui, celui de convaincre. Il attribue une grande importance au rythme, qui permettrait une meilleure mémorisation de la formule, à l'analogie et surtout à l'aspect normatif.
La norme équivaut à un principe qui sert de loi. Taylor, 1931, est un ouvrage de référence dans les études parémiologiques. Bien que son attitude envers les proverbes soit négative, il considère comme difficile, voire impossible, d'arriver à une définition satisfaisante de ceux-ci. Il réalise une étude historique et anthropologique de ces formules. Quant aux études de Combet, 1971, et de Contarillo, 1997, elles abordent l'aspect linguistique des proverbes, mais elles concernent surtout le côté historique et sociologique des parémies. Le premier étudie exclusivement le refrán espagnol, son histoire est principalement le recueil de Gonzalo Correas, et Contarillo le cas du français, de l'espagnol et du galicien. D'autre part, nous trouvons une série d'études linguistiques mais qui ne concernent pas exactement le proverbe. Certaines d'entre elles comparent les parémies avec d'autres formules comme par exemple le slogan. Herrero Cecilia, 1995, par exemple, travaille principalement sur les propriétés sémantiques du slogan en se basant sur les travaux linguistiques de Charodeau, 1983. Grunig, 1990 ou Reboul, 1978, consacrent également leur étude au slogan les comparant parfois avec les proverbes. Linguenot et Grésillon, 1984, travaillent sur la subversion et la captation du proverbe dans des champs comme ceux de la publicité, les chiens aboient, les Lee Cooper passent, de la politique ou même de la littérature par rapport à des œuvres comme celle de Paul Éluard citées plus haut. À partir de la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson, Franken, 1995, étudie les emplois ironiques des proverbes et leur subversion. Ce serait le cas de qui trop embrasse rate son train, énoncé face à un couple qui s'embrasse dans une gare, et qui adopte la structure du proverbe original qui trop embrasse mal les trains. Quant à nous ne consacrerons qu'une sous-partie à la subversion et à la captation du proverbe dans notre dernier chapitre, portant sur l'analyse des occurrences proverbiales. C'est pourquoi les études que nous venons de mentionner ne rentrent pas vraiment dans notre champ d'études plus spécifiquement centré sur une analyse sémantique, nous permettant d'arriver à une notion linguistique proverbe. À cet effet, nous nous fonderons sur les travaux que nous allons passer en revue à présent. Comme notre thèse est consacrée aux proverbes français et espagnols contemporains, nous laisserons de côté les propriétés et les caractéristiques des formules médiévales. Cependant, il importe de mentionner certaines études comme celle de Ockham 1950, Buridan 1999, Ollier 1976 ou Cerchiglini 1976, études qui, bien qu'étudiant les proverbes français et espagnols au Moyen Âge, présentent un intérêt encore actuel. Ainsi, Ockham, spécialiste en parémiologie hispanique, travaille entre autres aspects sur les différentes appellations données aux proverbes pendant le Moyen Âge telles que Fablilia, Patrania, Parlilia. Buridan trace brièvement l'histoire du proverbe en France et en souligne l'ancienne valeur didactique. L'auteur met également en relief le caractère archaïque des parémies, relevant des structures telles que le pronom qui sans antécédent ou l'absence d'article, dans des formules telles que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ollier étudie le proverbe dans les textes médiévaux de Chrétien de Troyes, insistant sur la citation ou mention constitutive de toute énonciation proverbiale. Elle souligne également l'autorité qui découle du proverbe. Quant à Cerchiglini, il a le mérite d'observer le proverbe en contexte, étudiant la façon de l'introduire ou la partie du texte où celui-ci apparaît, dans des textes médiévaux. Enfin, nous mentionnerons le travail de Rodriguez Somolinos, un 993A, qui, suivant Grémas 1970, étudie les traits archaïques dans la syntaxe du français moderne. L'auteur considère que ceux-ci subsistent parfois dans les proverbes actuels quoique, contrairement à Grémas, elle ne pense pas qu'ils soient constitutifs du proverbe. Elle étudie les archaïsmes syntaxiques dans les proverbes actuels concluant que les archaïsmes correspondent au français classique, et non à l'ancien ou au moyen français. Les caractéristiques formelles du proverbe sont abordées dans quelques études qui dégagent notamment une structure binaire, un vocabulaire souvent désuet, des répétitions de mots ou des oppositions de termes. Grémas 1970 est l'un des premiers à souligner la répétition à partir d'exemples comme autant de têtes, autant d'avis ou le couple d'antonymes comme bonjour lunettes, adieu fillette pour parler de couple. Très classique, l'étude de Grémas a l'avantage de voir le proverbe comme un système de signification fermée, ce qui permet son étude séparée.
Le linguiste aborde en outre la question de la métaphore proverbiale, voyant dans le proverbe, contrairement au dicton, un des exemples étant chose promise, chose due, un énoncé métaphorique. Dans Bonjour lunettes, adieu fillette, la formule concerne non pas les lunettes et les filles mais la vieillesse face à la jeunesse. Nous signalerons également les travaux de Shapira, 1997, 1999, 2000, qui bien que centrés sur la maxime, étudient également les structures du proverbe. Ces recherches se situent dans le prolongement des approches classiques, en traitant principalement des différents modèles formels du proverbe, comme les structures en A, N1, N2, à père avare, enfant prodigue, de la métaphore ou de l'application des parémies à l'homme. Une étude plus avant-gardiste sur la forme des proverbes est celle de Milner, 1969, où il avance que ceux-ci présentent des structures quadripartites. Chacune de ces parties est présentée comme un élément positif ou négatif. Par exemple, à cœur vaillant, rien d'impossible se diviserait en à cœur plus vaillant plus rien d'impossible. La somme de la première partie donnerait un résultat positif de même que la seconde, étant donné que négatif plus négatif équivaut à positif. Nous obtenons ainsi deux moitiés, la tête et la queue du proverbe, qui sont dans ce cas-là positives. Le but de Milner avec cette étude est de relier le contenu et la structure. Parmi les études innovatrices sur les proverbes, nous pouvons citer Permiakov, 1984, qui, se basant sur le travail morphologique de Prop, 1970, à propos des contes, divise les parémies en 6 classes d'après leur structure. Navarro, 2000, renvoie à un article antérieur de Permiakov, 1968-46, où ce type de structure est détaillé. Par exemple, si A existe, B existe. Dans un cadre structuraliste, Rodeghem, 1972, divise les parémies ou locutions sentencieuses selon 3 critères, le rythme, la norme et la métaphore. Par exemple le dicton, que nous pourrions traduire en espagnol par refrán météorologique 47, répond aux critères du rythme et de la norme mais pas à celui de la métaphore. Une formule comme petite pluie à bas grand vent, lorsqu'elle n'est pas employée dans un sens métaphorique, est considérée en tant que dicton. En revanche, le proverbe vérifie les 3 critères. Il a du rythme, il est métaphorique et il énonce une norme. Cette dernière aurait d'après Rodeghem 3 valeurs possibles. Une valeur impérative. Le verbe sera conjugué en principe au mode impératif. Une valeur directive. Une attitude à suivre est proposée. Le proverbe présente souvent dans ce cas-là une locution verbale du type « il vaut mieux ». Enfin, la valeur normative peut être simplement indicative. Dans ce cas-là, on montre un comportement exemplaire. Pour la dimension métaphorique des proverbes, Greimas 1970/310 la décrit comme un transfert du signifié d'un lieu sémantique, celui où il se placerait d'après le signifiant en un autre. La plupart des linguistes considèrent la métaphore comme un trait caractéristique du proverbe. Parmi toutes les études sur la métaphore proverbiale, nous retiendrons principalement celles de Tamba 2000b, Kleiber 2000 et Konena et Kleiber 2002. La première considère d'une part qu'il existe des proverbes métaphoriques, mais aussi des proverbes littéraux. Ainsi, une formule telle que toute vérité n'est pas bonne à dire est qualifiée de littérale par l'auteur, qui considère que le sens conventionnel du proverbe coïncide avec le sens compositionnel de la formule. De la même façon, d'après Norik 1985, il existe des proverbes acceptant une lecture littérale. Par exemple, dans like father, like son, la lecture littérale coïncide avec la standard proverbiale interprétation, raison pour laquelle nous nous trouverions face à un proverbe littéral. Cependant, dans la définition qu'il propose du proverbe, il indique la métaphore ou sens figuré comme une de ses caractéristiques habituelles. The proverb is a traditional, conversational, didactic genre with general meaning, a potential free conversational turn, preferably with figurative meaning. Norik 1985/78. De Tamba 2000b, nous retiendrons les 2 niveaux qu'elle attribue au proverbe. Un premier niveau compositionnel et un autre qu'elle appelle formulaire. D'après Tamba 2000b, 44, un proverbe est considéré comme métaphorique quand son sens phrastique fournit une image exemplaire de la règle générale ou de l'ordre du monde qu'enregistre son sens formulaire. De plus, le sens phrastique, loin de disparaître complètement du proverbe, persiste toujours à côté du sens formulaire. Allant dans le même sens, Kleiber et Konena 2002 distinguent 2 niveaux dans le proverbe,
qui selon eux, ne relèvent pas de la polysémie puisqu'il s'agit de deux sens imbriqués, indissociables l'un de l'autre. D'après ces linguistes, le niveau phrastique ou littéral est maintenu dans le proverbe mais uniquement au niveau du signifiant de l'expression. Ils soulignent également le rôle très intéressant de l'analogie, déjà mentionné dans Crépeau 1975 et Rodeghem 1984, et celui de l'hyponymie, hyperonymie. Dans un proverbe comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron appliqué par exemple à une situation où un enfant s'entraîne au service sur un court de tennis, Kleiber et Konena, 2002, disent qu'il se produit une analogie entre forger, s'entraîner au service et forgeron, bien jouer au tennis. En comparant le sens général de l'expression lexicalisée et celui de la situation particulière, nous voyons qu'il y a une relation d'hyponymie, hyperonymie ou de cas général à cas particulier. Kleiber et Konena 2002/75 parlent pour les proverbes d'une métaphore lexicalisée. Kleiber 2000b dégage de courant dans les études sémantiques sur le proverbe. L'un pessimiste, dont Taylor 1931, est le représentant typique qui considère comme impossible toute définition du proverbe, l'autre optimiste pour qui la description du mécanisme proverbial est possible. Kleiber attache au premier courant notamment Michaud, 1995, 1996, 1998, Gouvard 1996. Au second appartiennent Anscombre 1994, Arnaud 1991, 1992, Riegel 1987 ou Kleiber 1994, 1999A et C au deuxième. L'étude d'Arnaud est principalement didactique, observant les avantages à tirer des proverbes pour l'enseignement d'une langue étrangère. D'après Arnaud 1991, le proverbe prototypique est métaphorique, pourvu d'une grande charge poétique, avec une syntaxe anormale et des archaïsmes. Les autres études signalées par Kleiber, 2000b, concernent surtout le type de généricité présent dans le proverbe. Il s'agit d'une des questions les plus épineuses et qui ont fait couler le plus d'encre. Nous devons signaler une première division qui coïncide avec celle opérée par Kleiber 2000b, Michaud, Gouvard, Kleiber, Anscombre, Riegel entre la vision du proverbe comme possible vecteur d'opinion personnelle, et par conséquent combinable facilement avec un verbe performatif comme je trouve que, ou comme une formule collective qui n'accepte une lecture de type personnel que dans des cas très précis. Aussi bien Anscombre, 1984, 1994, 1995A, 1997 que Kleiber, 1994, 1999B, 2000A, affirme que le proverbe consiste en une phrase générique qui renvoie à un état de choses général, habituel ou courant 48. Les linguistes divergent quant à la généricité présente dans ces formules. Anscombre 1994 considère que le proverbe est une phrase générique typifiante a priori, similaire dans ce sens à une phrase comme « les voitures ont 4 roues » ou « les singes mangent des bananes ». C'est-à-dire que le proverbe serait une phrase générique qui se présente comme étant admise par toute une communauté linguistique et pas seulement par un locuteur comme ce serait le cas pour « les Italiens sont sympathiques », phrase générique typifiante locale. Certains critères linguistiques confirment l'assimilation entre phrases génériques typifiantes a priori et proverbes. Ainsi, comme l'indique Anscombre, 1995A, 78 à 79, ni les proverbes ni les génériques a priori n'admettent une combinaison avec un adverbe d'énonciation. Sincèrement, les voitures ont 4 roues. Sincèrement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Franchement, les singes mangent des bananes. Franchement, une hirondelle ne fait pas le printemps. En revanche, nous pouvons trouver. Sincèrement, les Italiens sont sympathiques. Franchement, les vacances à la mer c'est insupportable. D'après l'explication d'Anscombre, 1994 et de Kleiber, 1994, la généricité d'une phrase comme « les singes mangent des bananes » provient du lien stéréotypique existant entre singe et banane. En revanche, il n'y a pas d'après ces deux linguistes un lien similaire entre aimer et châtier. La généricité, présente dans le proverbe qui aime bien châtie bien, proviendrait d'après Anscombre 1994, de l'emploi stéréotypique du proverbe et non pas du proverbe en soi. Le fait d'employer cette formule comme un proverbe fait que son emploi est présenté comme stéréotypique. Cette stéréotypicité amène à considérer les proverbes comme des phrases génériques typifiantes a priori.
En revanche, Kleiber, 1994, considère que le proverbe ne peut pas être une phrase typifiante a priori précisément à cause de l'existence de proverbes paradoxaux, comme ce dernier, ou à cause de la présence de proverbes antonymes. Justement, c'est à cause de ces deux traits, paradoxe et antonymie, que dans un premier moment, Kleiber, 1994, 1999b, 2000a, et Perrin 2000, affirmeront que les parémies s'assimilent plutôt à des phrases génériques locales comme « les Italiens sont sympathiques » qu'aux typifiantes a priori. Effectivement, Kleiber, 1994 sur 220, considère que les proverbes ne correspondent pas aux phrases génériques a priori, loc, mais se rangent plutôt du côté des phrases loc. Soit le proverbe qui aime bien châtie bien et son interprétation standard, il faut être sévère avec ceux qu'on aime bien. Le prédicat être sévère ne fait pas partie de la situation stéréotypique aimer bien quelqu'un. C'est plutôt le contraire qui serait attendu. Quant à Perrin 2000, il semble pencher également pour une vision typifiante locale des proverbes. La grande majorité des proverbes, contrairement aux phrases typifiantes a priori, semblent avoir pour vocation d'affronter, de récuser une croyance consensuelle antinomique. Cela est particulièrement clair dans le cas de proverbes comme « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Une hirondelle ne fait pas le printemps. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, qui s'en prennent respectivement à l'idée communément reçue que l'enfer est plutôt mal intentionné. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.